La famille Hoffmann vivait depuis 3 générations à Waldkirchen, une petite ville d'environ 12 000 habitants dans le sud-est de la Bavière, à seulement quelques kilomètres de la frontière autrichienne. La maison était située à la périphérie de la localité, un bâtiment à 2 étages datant des années 70, avec des murs crépis, des volets bruns et un jardin d'entrée soigné où Margaret Hoffmann plantait des géraniums chaque printemps. De l'extérieur, la propriété semblait discrète, ordonnée, une maison comme tant d'autres dans cette région où les traditions catholiques façonnaient la vie et où la plupart des familles se connaissaient depuis des décennies. Wilhelm Hoffmann travaillait comme menuisier dans un atelier de meubles de taille moyenne dans la commune voisine. Il avait 44 ans, une grande stature, des mains puissantes et un visage sérieux qui souriait rarement. Ses collègues le décrivaient plus tard comme taciturne, mais fiable. Il arrivait à l'heure, accomplissait son travail sans plainte et ne participait pas aux conversations habituelles de la pause. Celui qui ne le connaissait pas bien le tenait pour réservé. Celui qui regardait de plus près reconnaissait une dureté dans son regard, une sorte de rigueur intérieure qui ne tolérait aucune contradiction. Margaret gérait le ménage et travaillait à temps partiel comme femme de nettoyage à l'école primaire locale. C'était une femme silencieuse, dont les épaules s'étaient progressivement affaissées au fil des années, comme si elle portait une charge invisible. Son mariage avec Wilhelm était traditionnel au sens le plus conservateur du terme. Il prenait toutes les décisions importantes. Elle obéissait. Elle avait à peine des amis. Les rares fois où elle prenait le café avec des voisines, elle parlait de recettes, de météo, de l'église. Jamais de son mariage, jamais de ce qui se passait derrière les portes fermées de sa maison. La fille aînée, Sophie, avait déjà 26 ans et ne vivait plus à la maison. Après son baccalauréat, elle avait suivi une formation de guichetière à la banque et avait déménagé à Munich 4 ans plus tôt, où elle avait loué un petit appartement à Schwabing. La distance d'avec sa famille n'était pas seulement géographique. Sophie appelait rarement, ne venait qu'à Noël et Pâques à la maison et ne restait jamais plus longtemps que nécessaire. Quand on l'interrogeait plus tard, elle admettait qu'elle avait fui. Elle ne pouvait plus supporter l'atmosphère glaciale de la maison, la sévérité de son père, la peur qui s'infiltrait comme du brouillard dans chaque pièce. Clara, la fille cadette, n'avait pas cette possibilité. Elle avait 18 ans à l'été 2000, venait tout juste de terminer son baccalauréat, incertaine de ce qu'elle ferait de sa vie. C'était une fille silencieuse, timide, avec de longs cheveux châtain foncé qu'elle portait généralement attachés en natte. Ses camarades de classe se souvenaient plus tard que Clara était gentille, mais réservée. Elle n'invitait personne chez elle. Elle ne racontait rien de personnel. Sur les photos de classe, elle se tenait toujours en marge, comme si elle ne voulait pas se faire remarquer. À la maison, des règles s'imposaient, des règles implicites et explicites. Wilhelm décidait de l'heure du repas. Il décidait quelles émissions de télévision regarder. Il contrôlait avec qui ses filles parlaient, où elles allaient, quand elles rentraient. Clara ne pouvait pas sortir s'il ne l'autorisait pas. Elle ne pouvait pas avoir d'amis qu'il ne connaissait pas. Elle ne pouvait pas porter de vêtements qu'il trouvait inappropriés. Margaret ne disait rien. Sophie avait finalement arrêté de se battre et était partie. Clara, elle, restait parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Après son baccalauréat, Clara voulait suivre une formation d'éducatrice. Elle avait postulé dans une maternelle de la ville voisine et avait été acceptée. Le début de la formation était prévu pour septembre. Wilhelm avait donné son accord, mais sous certaines conditions. Clara prendrait le bus chaque jour, le matin pour y aller, le soir pour en revenir. Elle rentrerait à l'heure, elle n'ouvrirait pas son propre compte bancaire. C'est lui qui gérerait son salaire, pour plus tard, disait-il, pour qu'elle ne soit pas imprudente. Le 21 juillet 2000, un vendredi, Clara Hoffmann disparut. C'était une chaude journée d'été, les températures dépassaient 30 degrés. Margaret déclara plus tard au protocole que Clara avait petit déjeuner normalement le matin. Des céréales avec du lait, un verre de jus d'orange. Wilhelm était déjà parti au travail. Clara avait dit qu'elle voulait aller en ville.
faire quelques courses, peut-être acheter un livre pour les vacances. La famille avait prévu de partir début août pour une semaine au Chiemsee, comme chaque année. Clara quitta la maison vers 10h30. Elle portait un jean, un t-shirt blanc, des baskets. Elle prit un petit sac à bandoulière contenant, selon Margaret, son portefeuille, ses papiers d'identité et un élastique pour cheveux. Pas de téléphone. Clara n'en avait pas. Wilhelm considérait les téléphones mobiles comme inutiles et trop chers. Vers 14h, Clara ne revint pas. Margaret ne s'inquiéta d'abord pas. Peut-être que Clara avait rencontré une amie, peut-être qu'elle était encore à la bibliothèque. Mais quand 17h, 18h, 19h arrivèrent, l'inquiétude grandit. Wilhelm rentra du travail vers 7h30 et trouva Margaret assise dans la cuisine, les mains jointes, le regard fixe. Clara n'était toujours pas là. Wilhelm ne réagit pas par la panique, mais par la colère. Où diable cette fille se cachait-elle? Pourquoi ne respectait-elle pas les accords? Il appela les quelques amis dont il connaissait les numéros de téléphone. Personne n'avait vu Clara. Il conduisit sa voiture en ville, s'arrêta à l'arrêt de bus, à la place du marché, devant la bibliothèque. Rien. Aucune trace. À 10h du soir, Wilhelm Hoffmann déposa plainte pour disparition auprès du commissariat de police de Waldkirchen. L'agent de service nota les informations personnelles, la description, le dernier endroit connu. Il rassura Wilhelm. Les jeunes adultes disparaissaient parfois quelques jours, généralement à cause d'un chagrin d'amour ou d'une dispute avec les parents. Clara réapparaîtrait sûrement bientôt, mais Clara ne réapparut pas. Pas le jour suivant, pas la semaine suivante, pas le mois suivant. La police ouvrit une enquête, interrogea les voisins, les camarades de classe, les professeurs. Personne n'avait observé quelque chose d'inhabituel ce vendredi-là. Clara avait simplement disparu, comme si la terre l'avait avalée. Wilhelm et Margaret donnèrent des interviews au journal local. Ils affichèrent des avis de recherche. La photo de Clara, sur laquelle son visage semblait sérieux, presque émotionnel, comme sur une photo d'identité. Le titre était « Où est Clara ? Toute information doit être rapportée à la police ». Les semaines passèrent. Les affiches pâlirent au soleil. La piste devint froide. Le commissaire Thomas Brandt, de la police criminelle de Passau, prit en charge l'affaire en septembre. C'était un enquêteur expérimenté, début 50, cheveux gris et doué pour percevoir ce que les gens cachaient. Dès le départ, quelque chose l'irritait chez Wilhelm Hoffmann. La manière dont il parlait, contrôlé, sans émotion. La manière dont il interrompait Margaret quand elle voulait répondre. La manière dont il décrivait sa famille, en phrases parfaites, sans contradiction. Brandt interrogea Sophie à Munich. Elle pleura pendant l'entretien, dit qu'elle avait abandonné Clara. Elle aurait dû l'emmener avec elle, à Munich, loin de la maison. Mais Clara avait eu peur, peur de la réaction du père, peur de laisser sa mère seule. Sophie décrivit Wilhelm comme un tyran. Un homme qui gouvernait sa famille d'une main de fer, qui exigeait l'obéissance et punissait tout écart, pas avec des coups, expliqua-t-elle, mais avec le silence, des regards, la menace que la famille se désintègre si quelqu'un ne lui obéissait pas. Brandt perquisionna la maison des Hoffmann 2 fois. Il ne trouva rien de suspect. La chambre de Clara était rangée, impersonnelle. Un lit, une armoire, un bureau. Pas d'affiches au mur, pas de journaux intimes, aucune indication qu'elle avait prévu de disparaître. Ses vêtements pendaient toujours dans l'armoire. Sa brosse à dents était toujours dans la salle de bain. Wilhelm insista sur le fait que Clara devait avoir été enlevée. Un étranger, un inconnu, quelqu'un qui lui avait adressé la parole dans la rue. Margaret acquiesça simplement, répétant tout ce que Wilhelm disait comme un écho. Brandt nota intérieurement « Cette femme a peur ». L'enquête s'enlisa. Pas de témoins, pas de traces, pas de cadavres. Clara Hoffmann devint l'un des nombreux cas de disparition non résolus. Le dossier resta ouvert, mais les enquêtes actives cessèrent. La vie à Waldkirchen continua. Les gens parlèrent un moment de la fille disparue, puis parlèrent d'autre chose. Wilhelm et Margaret continuèrent à vivre dans leur maison à la périphérie du bourg.
Tout semblait normal. Personne ne savait que Clara n'était qu'à moins de 10 mètres de distance, enfermée dans la cave, directement sous les pieds de sa mère. La cave était, avant la disparition de Clara, une pièce normale comme on en trouve dans de nombreuses maisons anciennes de Bavière. Environ 15 mètres carrés, plafond bas, sol en béton, murs en briques rouges brutes. Wilhelm y avait son établi, des étagères avec des peintures et des vis, quelques vieux meubles que Margaret voulait un jour jeter dehors, mais ne jetait jamais. La pièce sentait l'humidité et le vernis à bois. Dans les mois précédant le 18e anniversaire de Clara, Wilhelm avait commencé à y travailler. Margaret l'entendait souvent, après son jour de travail, descendre l'escalier de la cave, entendait le bruit des perceuses, les coups de marteau, le ponçage. Quand elle lui demandait ce qu'il construisait, Wilhelm répondait brièvement. Une pièce de rangement supplémentaire, un endroit pour les pneus d'hiver et les outils. Margaret ne posait pas d'autres questions. Elle avait appris que les questions irritaient Wilhelm. Ce que Wilhelm construisait réellement, c'était une cellule. Il divisa la pièce de la cave par un mur massif en parpaing qu'il construisit lui-même. Derrière se créa une pièce séparée, d'environ 8 mètres carrés, sans fenêtre, avec une lourde porte en métal qu'il pouvait verrouiller de l'extérieur, avec 3 verrous. Le sol restait en béton. Il ne crépissait pas les murs. Il installa une seule ampoule au plafond qu'il pouvait contrôler de l'extérieur. Un interrupteur dans la partie avant de la cave déterminait si Clara avait de la lumière ou s'asseyait dans l'obscurité totale. Il aménagea la pièce avec le strict nécessaire. Un matelas mince sur le sol, une couverture, un seau en plastique pour toilette. Plus tard, il installa un petit lavabo relié aux tuyauteries, de l'eau froide, pas d'eau chaude, une étagère pour les vêtements, toujours les mêmes 3 ou 4 pièces qu'il sélectionnait. Pas d'horloge, pas de calendrier, aucun moyen de mesurer le temps, sauf par le rythme des repas que Wilhelm apportait. Ce vendredi matin de juillet, quand Clara quitta la maison, elle attendait le bus à l'arrêt à la périphérie du bourg pour aller à la préfecture. Wilhelm passa dans son camion, s'arrêta, ouvrit la portière passager. Il dit qu'il devait aller dans cette direction de toute façon, qu'il pouvait la prendre. Clara hésita. Normalement, son père ne se dirigeait jamais vers cette direction pendant les heures de travail. Mais s'opposer à Wilhelm était plus dangereux que la méfiance. Elle monta. Wilhelm ne conduisit pas vers la ville. Il tourna dans un chemin rural, loin, où aucune maison ne se dressait, seulement des champs et un petit bois. Clara demanda ce qu'il faisait. Wilhelm ne répondit pas. Il s'arrêta, sortit un tissu imbibé de chloroforme, une substance qu'il s'était procurée quelques semaines plus tôt dans une pharmacie, 2 localités plus loin, où on ne le connaissait pas. Clara essaya de résister, mais Wilhelm était plus fort. Secondes plus tard, elle perdit conscience. Il conduisit de retour à la maison. Margaret était sortie faire les courses. La rue était vide. Wilhelm gara le camion directement devant la porte de la cave, accessible de l'extérieur, une porte séparée sur le côté de la maison. Il porta Clara à l'intérieur, traversa la pièce, avant de la cave, franchit la lourde porte en métal dans la pièce arrière. Il la posa sur le matelas. Quand Clara se réveilla, des heures plus tard, elle ne comprit d'abord pas où elle était. La porte était fermée. La pièce était obscure. Clara cria, frappa contre la porte, appela sa mère. Personne ne vint. Des heures passèrent. Peut-être une journée entière, Clara n'avait aucune notion du temps. Puis, elle entendit des pas. Les verrous se rétractèrent. Wilhelm se tenait dans l'encadrement de la porte. La lumière derrière lui le rendait comme une ombre noire. Il expliqua les règles. Clara resterait ici. Elle obéirait. S'il y avait du bruit, il y aurait des conséquences. Si elle coopérait, elle aurait à manger de l'eau, de la lumière. Sinon, elle resterait des jours dans l'obscurité, sans nourriture, sans contact humain. Wilhelm parlait calmement, froidement, comme s'il lisait un mode d'emploi pour une machine. Clara pleura. Wilhelm repartit. La porte se referma. Les verrous grincèrent. Dans les premières semaines,
Clara essaya de s'échapper. Elle examina chaque centimètre de la pièce, chercha des faiblesses dans les murs, des briques lâches, quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Il n'y avait rien. Les murs étaient solides. La porte était massive. Le lavabo était solidement fixé. Le seau était en plastique. Elle n'avait pas d'outils. Elle n'avait aucune chance. Elle cria. Pendant des heures, elle cria, jusqu'à ce que sa voix se brise. Mais personne ne l'entendit. La cave était sous le salon, les murs étaient épais. Margaret, qui faisait à manger, nettoyait, regardait la télévision en haut, n'entendit rien. Ou elle entendit quelque chose, mais décida de ne pas l'entendre. Les voisins étaient assez loin. La maison voisine était à 50 mètres plus loin, dans la rue. Personne ne vint aider Clara. Wilhelm développa une routine. Chaque matin, avant de partir au travail, il descendait à la cave et apportait à Clara quelque chose à manger. Généralement du pain, du fromage, une bouteille d'eau. Parfois des restes du dîner familial. Il ne restait jamais longtemps. Il parlait peu. Parfois il s'asseyait sur une chaise devant la porte ouverte et l'observait pendant des minutes, sans dire un mot. Clara craignait ces moments plus que l'obscurité. Le soir, il revenait. Parfois il apportait des vêtements neufs. Parfois il vidait le seau. Parfois il s'asseyait avec elle et parlait de son travail, du temps, de choses banales, comme s'il s'agissait d'une conversation normale entre père et fille. Clara apprit à ne pas le contredire. Elle apprit à rester silencieuse, à devenir petite, invisible, car l'invisibilité signifiait parfois que Wilhelm s'en allait plus vite. Margaret ne posait pas de questions. Peut-être savait-elle, peut-être le soupçonnait-elle, peut-être ne voulait-elle pas savoir. Wilhelm lui dit que Clara était partie, qu'elle avait probablement un ami dont il n'aurait pas su. La police enquêtait. On ne pouvait que patienter. Margaret acquiesça. Elle continua à cuisiner pour 2 personnes. Elle continua à laver les vêtements de travail de Wilhelm. Elle continua à aller travailler à l'école primaire, souriait aux enfants, essuyait les tables, et quand quelqu'un demandait comment elle allait, elle disait « Ça va ». Sophie appela de Munich. Elle pleura au téléphone, demanda s'il y avait du nouveau. Margaret dit non. Wilhelm reprit l'appel, expliqua à Sophie que la police faisait de son mieux, mais que les personnes disparues étaient difficiles à retrouver, particulièrement si elles ne voulaient pas être retrouvées. Sophie l'accepta. Elle vint à Noël à la maison, s'assit à table avec ses parents, mangea de l'oie et du chou rouge, et pendant ce temps, Clara n'était qu'à moins de 10 mètres de distance, sous ses pieds, enfermée, oubliée. Les mois se transformèrent en années. Clara perdit la notion du temps. Elle essaya de compter les jours, en faisant de petites rayures sur le mur, avec un morceau cassé de la cuillère en plastique que Wilhelm lui donnait pour manger. Mais à un moment donné, elle perdit le compte. Était-ce le 100e jour? Le 200e? Elle ne savait plus. Son corps se transforma. Elle devint maigre. Ses muscles s'atrophièrent. Sa peau devint pâle car elle n'avait pas vu la lumière du soleil pendant des années. Ses cheveux poussaient, mal entretenus. Wilhelm lui apportait parfois des ciseaux, la surveillait pendant qu'elle les utilisait, les reprenait immédiatement. Il lui permettait de se laver, mais l'eau froide était une torture en hiver, quand la cave devait être si froide que Clara frissonnait sous 3 couvertures. Elle essaya de préserver son esprit. Elle se souvenait de poèmes qu'elle avait appris à l'école, les récitait à haute voix. Elle se racontait des histoires, inventait des mondes où elle était libre. Elle parlait à elle-même, avait des dialogues, car le silence aurait été insoutenable. Mais parfois, dans les pires moments, quand Wilhelm n'allumait pas la lumière pendant des jours, quand elle était assise dans l'obscurité absolue, elle perdait presque la raison. Wilhelm punissait toute résistance. Une fois, quand Clara essaya de l'attaquer quand il ouvrit la porte, il la frappa et la laissa sans nourriture pendant 1 semaine. Quand elle cria jusqu'à ce que sa voix se brise, il éteignit la lumière et ne revint pas pendant 3 jours. Clara apprit vite. L'obéissance signifiait la survie. La résistance signifiait la souffrance. En haut, la famille menait une vie normale.
Margaret allait au travail, rencontrait occasionnellement des voisines, assistait à la messe du dimanche. Wilhelm travaillait à la menuiserie, arrivait à l'heure à la maison, dînait, regardait la télévision. Personne ne soupçonnait quelque chose. Les Hoffmann étaient une famille silencieuse, peut-être un peu réservée, mais pas inamicale. Madame Keller, la voisine, saluait parfois Margaret par-dessus la clôture. Tout semblait normal. Le commissaire Brandt essaya encore 2 ans de clarifier la disparition de Clara. Il réinterrogea les témoins, vérifia les mouvements des comptes bancaires, rechercha les véhicules inconnus vus dans la région. Rien ne menait nulle part. En 2002, le dossier fut fermé. Clara était considérée comme disparue, probablement décédée. Brandt prit sa retraite sans avoir résolu l'affaire. Cela le rongea jusqu'à son dernier jour. Et Clara restait dans la cave, année après année, oubliée du monde, enterrée vivante, directement sous les pieds de sa mère. Les années se mélangèrent comme des couleurs sur une peinture mouillée. Clara perdit à un moment donné la capacité de les distinguer. Était-ce l'année 5 ou l'année 7? Noël était-il passé ou était-il encore à venir? Elle ne savait plus. Les seuls marqueurs du temps étaient les changements physiques qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ses cheveux poussaient, devenaient gris. Ses dents commençaient à faire mal, car Wilhelm ne lui permettait pas d'avoir une brosse à dents. Ses os lui faisaient mal à cause des années d'immobilité dans une pièce où elle ne pouvait pas faire 5 pas sans frapper un mur. Wilhelm vieillit. Ses mouvements deviennent plus lents. Monter les escaliers lui faisait mal. Il était dans la 50aine quand son dos commença à lui poser des problèmes. Des années de travail physique à la menuiserie prenaient leur tribut. Parfois, il ne venait pas à la cave pendant 2 jours, parce qu'il était malade ou tout simplement n'avait pas la force. Pendant ces jours-là, Clara restait dans l'obscurité et le silence, et ne savait pas s'il reviendrait un jour. La peur d'être oubliée était presque pire que la peur de lui. Margaret devint de plus en plus silencieuse. Ses cheveux devinrent blancs. Sa démarche devint incertaine. Elle travailla jusqu'à l'âge de 65 ans à l'école primaire, puis prit sa retraite. Après cela, elle passa la plupart de son temps à la maison, dans le salon, directement au-dessus de la cellule de Clara. Elle tricotait. Elle regardait la télévision. Elle s'asseyait parfois pendant des heures à la fenêtre et regardait le jardin. Madame Keller, la voisine, raconta plus tard que Margaret, dans ses dernières années, ressemblait à une femme vivante, morte, présente, mais pas vraiment là. Sophie visita moins souvent. Après la disparition de Clara, elle était venue 3 fois par an, à Noël, Pâques et en été. Mais avec le temps, les visites deviennent plus inconfortables. L'atmosphère de la maison était suffocante. Wilhelm parlait à peine. Margaret souriait mécaniquement. Sophie ne pouvait pas supporter plus de 2 jours. Elle inventa des excuses, devait retourner plus tôt à Munich, travail, rendez-vous, quelque chose. En 2010, elle ne venait plus qu'à Noël. À partir de 2014, plus du tout. Elle envoyait des cartes, appelait, mais ne mettait plus les pieds à la maison. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle ne savait pas pourquoi. Clara développa des stratégies de survie. Elle créa des routines, même si les jours étaient identiques. Quand Wilhelm venait le matin, elle le comptait comme le début de la journée. Elle faisait des exercices aussi bien qu'elle pouvait dans la pièce étroite, des flexions, des pompes, des étirements, pour que ses muscles ne s'atrophient pas complètement. Elle se lavait chaque jour au lavabo froid, même en hiver, car cela l'aidait à rester humaine. Elle parlait à haute voix à elle-même, se racontait les histoires de son enfance, se souvenait de chaque jour d'école, de chaque excursion scolaire, de chaque moment où elle avait été libre. Parfois, elle oubliait à quoi ressemblait le soleil. Elle se souvenait du concept lumineux, chaud, jaune, mais la sensation réelle avait disparu. Elle ne se souvenait plus à quoi ressemblait le vent, comment sonnait la pluie, l'odeur de l'herbe. Son monde consistait en béton, obscurité et la voix de son père qui lui disait quand elle pouvait manger, quand elle devait dormir, quand elle pouvait parler et quand elle devait rester silencieuse. Wilhelm lui apportait parfois des choses. Une vieille radio qui ne captait qu'une seule station, Bayern 1,
Des informations et de la musique folklorique. Clara l'écoutait pendant des heures, juste pour entendre des voix, pour savoir qu'il y avait encore un monde là-bas. Elle apprenait de la radio que le monde changeait. Il y avait maintenant des smartphones, des réseaux sociaux, un président noir en Amérique. Mais ces choses existaient dans une réalité si éloignée de la sienne qu'elle semblait irréelle, comme de la science-fiction. Il lui apportait aussi des livres, de vieux livres de la bibliothèque que personne ne lisait plus. Clara lisait chaque livre 10, 20 fois, jusqu'à ce qu'elle connaisse les phrases par cœur. Elle lisait des classiques allemands, Goethe, Schiller, Storm. Elle lisait des romans policiers des années 80. Elle lisait des livres de cuisine et s'imaginait comment goûtaient les plats. Lire était une fuite. Lire signifiait que son esprit pouvait aller quelque part, même si son corps était prisonnier. Wilhelm parlait parfois avec elle du monde extérieur. Il lui disait que Sophie ne venait plus à la maison, que Margaret était de plus en plus malade, que la menuiserie où il travaillait avait fermé et qu'il travaillait maintenant à titre indépendant, de chez lui. Clara écoutait, sans répondre. Qu'aurait-elle pu dire ? Elle vivait dans un monde parallèle, directement à côté du monde normal, mais inaccessible. Il y eut des moments où Clara faillit être découverte. En 2008, un tuyau d'eau éclata à la cave. Wilhelm dut appeler un plombier. Clara entendit des voix étrangères, entendit des pas dans la partie avant de la cave, seulement à quelques mètres. Elle réfléchit à crier, à frapper contre le mur. Mais Wilhelm l'avait avertie. Si elle faisait le moindre bruit, il la tuerait. Pas immédiatement, mais lentement sur des jours, en ne lui apportant plus rien à manger, pas d'eau, pas de lumière. Clara le croyait. Elle resta silencieuse. Le plombier répara le tuyau et repartit. La chance s'échappa. En 2014, Madame Keller, la voisine, voulait ranger un vieux coffre à la cave chez elle et demanda si elle pouvait utiliser brièvement la cave des Hoffmann, la sienne étant trop pleine. Margaret devint pâle. Wilhelm refusa poliment mais fermement. C'était beaucoup trop rempli d'outils et de produits chimiques en bas, beaucoup trop dangereux. Madame Keller acquiesça avec compréhension. Elle ne pensa à rien de grave. Clara perdit des morceaux d'elle-même. Sa personnalité se désintégrait lentement. Elle oublia qui elle avait été avant la cave. Elle ne se souvenait plus de sa voix, comment elle avait sonné quand elle avait 18 ans. Quand elle riait, quand elle chantait, elle n'avait pas ri pendant des années. Elle oublia comment cela faisait d'être heureuse. La dépression venait par vagues. Parfois, elle restait allongée des jours sur le matelas, ne bougeait pas, mangeait à peine, regardait le plafond. Wilhelm le remarquait, lui apportait quand même à manger, le posait, repartait. Il semblait parfois presque préoccupé, d'une manière distante, sans émotion. Comme s'il observait un animal domestique malade. Clara n'était plus un humain pour lui depuis longtemps. Elle était une chose qu'il possédait, qu'il contrôlait, qu'il cachait. Mais il y avait aussi des moments d'espoir, minuscules, irrationnels, où Clara imaginait qu'un jour quelqu'un viendrait, la police, un voisin, quelqu'un, que la porte s'ouvrirait et une autre voix que celle de Wilhelm dirait « Tu es libre ». Ces moments devinrent plus rares à mesure que la captivité durait, mais ils ne disparurent jamais complètement. C'était la seule chose qui gardait Clara en vie. En 2020, quand le monde souffrait d'une pandémie, Clara entendit à la radio des confinements, des masques, de la distanciation sociale. Les gens se plaignaient d'isolation, du sentiment d'être enfermés. Clara rit amèrement. Elle connaissait l'isolation. Elle vivait depuis 20 ans dans un confinement que personne n'arrêterait. Elle n'avait que son père pour lui apporter à manger. Elle n'avait pas d'appel vidéo avec des amis. Elle n'avait rien. Wilhelm tomba malade l'année de la pandémie. Clara l'entendit tousser, entendit Margaret parler au téléphone avec des médecins. Pendant des jours, il ne vint pas à la cave. Clara rationnait l'eau qui coulait du lavabo, mangeait les dernières miettes de pain qu'il avait apportées lors de sa dernière visite. Elle pensait qu'il pouvait mourir. Et après, Margaret entrerait-elle jamais à la cave? La laisserait-elle mourir de faim? Ou ouvrirait-elle les verrous? Wilhelm ne mourut pas. Il se rétablit lentement et revint. Il était plus maigre, plus faible, mais il revint. La routine reprit.
Clara fut à la fois soulagée et désespérée. Soulagée parce qu'elle ne mourrait pas de faim. Désespérée parce que le cauchemar continuait. En 2023, 23 ans après son enlèvement, Clara remarqua que Wilhelm faisait des erreurs. Il oubliait parfois de bien verrouiller la porte. Une fois, il laissa la clé dedans. Clara la vit, mais elle était trop faible, trop brisée pour essayer de l'utiliser. Où aurait-elle pu aller de toute façon? Elle ne connaissait plus le monde là-bas. Elle avait 42 ans, mais elle se sentait comme 70. Et puis, en février 2024, quelque chose se produisit qui changea tout. Wilhelm eut un accident vasculaire cérébral. Margaret le trouva inconscient dans la cuisine, appela l'ambulance. Il fut transporté à l'hôpital. Les médecins dirent qu'il survivrait, mais qu'il aurait besoin de soins. Margaret était débordée. Elle appela Sophie, pour la première fois depuis 10 ans. Sophie vint à Waldkirchen. Elle vint pour aider sa mère, pour organiser la maison, pour prendre des décisions. Et pour la première fois depuis la disparition de Clara, quelqu'un d'autre que Wilhelm ou Margaret entra dans la maison des Hoffmann. Quelqu'un qui posait des questions, qui regardait de près, qui ne détournait pas les yeux. À la cave, dans sa cellule, Clara entendit de nouveaux pas. Une voix de femme qu'elle connaissait, mais qu'elle ne pouvait plus identifier. Sophie, sa sœur, après 24 ans. Seulement à quelques mètres, Clara frappa contre la porte. Pour la première fois depuis des années, elle cria, aussi fort qu'elle le pouvait. Sophie était dans la cuisine en train de trier les factures qui s'empilaient sur la table quand elle entendit le bruit. D'abord, elle pensa que ça venait de dehors, un voisin réparant peut-être quelque chose dans le jardin. Mais elle l'entendit à nouveau, étouffé, rythmé, comme des poings frappant du métal. Cela venait de dessous. Elle entra dans le salon où Margaret était assise sur le canapé, les mains dans le giron, le regard fixé droit devant. Sophie demanda si elle entendait le bruit. Margaret ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres bougeaient, comme si elle priait ou parlait à elle-même. Puis elle dit doucement « C'est rien, juste les vieux tuyaux. La maison est vieille. » Mais Sophie n'était pas convaincue. Le bruit ne ressemblait pas à des tuyaux. Cela ressemblait à quelqu'un qui essayait désespérément d'attirer l'attention. Elle alla à la porte de la cave, qui était dans le petit débarras à côté de la cuisine. La porte était fermée à clé. Sophie demanda à sa mère la clé. Margaret devint encore plus pâle, si c'était possible. Elle dit que la clé était avec Wilhelm, à l'hôpital, dans la poche de sa veste. Sophie trouva cela étrange. Pourquoi son père emporterait-il la clé de la cave à l'hôpital? Elle retourna au salon, prit son téléphone et fit des recherches sur les serruriers à proximité. Margaret se leva, les mouvements soudainement frénétiques, et dit que ce n'était pas nécessaire, qu'ils iraient chercher la clé quand Wilhelm reviendrait. Sophie regarda sa mère, vraiment la regarda pour la première fois depuis des années, et reconnut la panique dans ses yeux. « Qu'est-ce qui est en bas, maman ?»« Rien. Des outils? De vieux meubles? Pourquoi la porte est-elle fermée à clé ?» Margaret ne répondit pas. Elle se rassit, plia les mains, regarda le mur. Sophie appela un serrurier. L'homme dit qu'il pouvait venir dans 1 heure. Sophie attendit. Le bruit de la cave avait cessé. Le silence était presque pire. Le serrurier arriva à l'heure, un jeune homme au début de la trentaine, avec une caisse à outils et un sourire amical. Sophie le conduisit à la porte de la cave. Il examina la serrure, un modèle robuste, rien de spécial, mais stable. Il fallut 10 minutes pour la craquer. La porte s'ouvrit. Derrière, un escalier raide descendait dans l'obscurité. Sophie trouva l'interrupteur, l'appuya. Un néon flickering s'alluma et illumina une pièce de cave typique. Sol en béton, étagères avec des pots de peinture, un vieil établi, des cartons de déménagement empilés, rien d'inhabituel. Le serrurier attendait en haut, remplissait la facture. Sophie descendit l'escalier. La pièce sentait l'humidité et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique, de désagréable, qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle continua, passant l'établi, et remarqua alors le mur. Un mur en béton qui divisait la pièce, avec une lourde porte en métal qui avait 3 verrous massifs. Les verrous étaient accessibles de ce côté.
Sophie tendit la main, toucha le métal froid. De l'autre côté de la porte venait un bruit, un gémissement, puis une voix, faible, enrouée, à peine humaine. « S'il te plaît, laisse-moi sortir !» Les mains de Sophie tremblaient quand elle repoussa le premier verrou, puis le deuxième, puis le troisième. Elle tira la porte. L'odeur qui se déversa était écrasante, urine, sueur, captivité pendant des années. Sophie trébucha en arrière, se mit la main sur la bouche et le nez. Dans l'encadrement de la porte se tenait une femme, si maigre que ses os se dessinaient sous la peau. Ses cheveux étaient longs, mal entretenus, gris. Son visage était enfoncé, les yeux trop grands pour le crâne. Elle portait un chandail usé et un pantalon de jogging qui pendait sur son corps émacié comme sur un cintre. Elle leva une main, se protégea les yeux de la lumière du néon qui devait être aveuglant pour elle. Sophie ne la reconnut pas. Pas tout de suite, mais elle vit les yeux, gris-vert, la forme du nez, la ligne du menton, et son cœur s'arrêta. « Clara ?» La femme acquiesça. Une fois, ses lèvres bougèrent, formèrent des paroles, mais aucun son ne sortit. Puis, elle s'effondra. Sophie la rattrapa autant qu'elle le pouvait, la laissa glisser doucement au sol. Elle cria vers le haut, appela le serrurier de l'appeler immédiatement. Tout de suite, le jeune homme descendit les escaliers en courant, vit la scène, devint blanc comme un linge. Il balbutia quelque chose, sortit son téléphone, composa le 112. Sophie tenait Clara dans ses bras, cette femme étrangère qui était sa sœur, et pleura. Clara était inconsciente, son pouls faible, sa peau glacée. L'ambulance arriva 8 minutes plus tard. Les ambulanciers portèrent Clara hors de l'escalier de la cave, la placèrent sur un brancard, la connectèrent au moniteur. Un des ambulanciers demanda à Sophie ce qui s'était passé. Sophie ne pouvait pas former un mot cohérent. Elle montra simplement la cave, la porte en métal, la minuscule pièce derrière. La police arriva 10 minutes après l'ambulance. 2 agents de l'inspection locale. Puis, une demi-heure plus tard, la police criminelle de Paso. La maison fut bouclée. Margaret restait toujours au salon, immobile, muette. Quand les policiers l'interrogèrent, elle ne répondit que par oui ou non. Sa voix un murmure monotone. « Saviez-vous que votre fille était à la cave ?»« Oui. Depuis combien de temps le saviez-vous ?»« Depuis le début. »« Pourquoi n'avez-vous rien dit ?»« J'avais peur. »« Peur de quoi ?»« De Wilhelm. » Les agents arrêtèrent Margaret le même soir. Elle n'opposa aucune résistance. Elle se leva, se laissa menotter, alla à la voiture de police comme une somnambule. Sophie resta à la fenêtre et regarda sa mère être enlevée. Elle ne sentit rien, pas de rage, pas de pitié, seulement un vide infini. Wilhelm était à l'hôpital de Paso, connecté à des tubes et des moniteurs, quand 2 policiers entrèrent dans sa chambre et lui annoncèrent qu'il était soupçonné d'avoir retenu sa fille prisonnière pendant 24 ans. Wilhelm essaya de parler, mais le côté droit de son visage était paralysé par l'accident vasculaire cérébral. Il ne produisit que des bruits indistincts. Les policiers le lui dirent qu'il était arrêté, qu'après sa sortie de l'hôpital, il serait placé en détention préventive. Wilhelm ferma les yeux. Clara fut transportée à la clinique universitaire de Regensburg, à l'unité de soins intensifs. Son état était critique. Elle était dénutrie, déshydratée, son corps montrant des signes d'années de malnutrition. Ses dents étaient pourries. Ses os étaient fragiles. Sa tension artérielle était dangereusement basse. Les médecins dirent que c'était un miracle qu'elle soit encore vivante. Sophie conduisit à Regensburg. Elle s'assit au chevet de Clara, regardant les moniteurs biper, les perfusions goutte à goutte. Clara était inconsciente, sédatée, son visage paisible dans le sommeil. Sophie tenait sa main, cette main osseuse et froide, et lui parlait, même si Clara ne pouvait pas l'entendre. Elle dit qu'elle était désolée, elle dit qu'elle aurait dû venir plus tôt, elle dit qu'elle aurait dû savoir. La nouvelle se répandit rapidement. D'abord à Waldkirchen, puis dans la région, puis dans tout le pays. Les titres étaient criards, 24 ans au sous-sol. Le père retenait la fille prisonnière, la mère restait silencieuse. Les médias assiégeaient la maison des Hoffmann.
Les journalistes frappaient à la porte des voisins, interrogeaient tout le monde qui avait une parole à dire sur la famille. Madame Keller donna une interview. Elle pleura devant les caméras. Elle dit qu'elle n'avait jamais rien remarqué. Les Hoffman étaient des gens silencieux, mais pas suspects. Elle n'avait jamais entendu de cris, jamais rien vu d'inhabituel. Comment aurait-elle pu le savoir? Les journalistes lui demandèrent si elle se sentait coupable. Madame Keller dit oui, même si elle n'aurait rien pu faire. Le commissaire Thomas Brandt, maintenant 78 ans et retraité depuis plus d'une décennie, a pris des nouvelles le salut de Clara. Il était assis dans son salon à Passau, regardait les images à la télévision, la maison des Hoffman, qu'il avait perquisitionnée plus de 20 ans auparavant, et pleura. Il avait échoué. Il n'avait pas trouvé Clara à moins de 10 mètres de sa mère. Il avait regardé Wilhelm Hoffman dans les yeux 2 fois et n'avait rien reconnu. Le procureur prépara l'accusation. Enlèvement, maltraitance grave de personnes protégées, enlèvement de mineurs. Margaret se déclara coupable. Son avocat plaida pour une diminution de responsabilité pénale, maltraitance psychique prolongée par Wilhelm, impuissance apprise. Le public était divisé. Certains demandèrent la clémence, d'autres dirent qu'une mère qui laissait son enfant 24 ans au sous-sol ne méritait pas de grâce. Wilhelm ne pouvait d'abord pas être interrogé en raison de son état. Les médecins dirent qu'il ne pourrait probablement jamais parler à nouveau complètement. Mais il comprenait ce qui se passait autour de lui. Ses yeux, la seule chose qui fonctionnait encore, étaient pleins de rage. Clara se réveilla 3 jours après son sauvetage. La première chose qu'elle vit était le visage de Sophie. Elle essaya de parler, mais sa voix faillit. Sophie serra sa main. « Tu es libre », chuchota-t-elle. « Tu es enfin libre ». Clara pleura. Pour la première fois en 24 ans, elle pleura non pas de désespoir, mais de soulagement. Les premières semaines à la clinique furent pour Clara comme se réveiller d'un cauchemar sans fin, seulement pour découvrir que la réalité était presque aussi accablante. Son corps avait besoin de temps pour s'adapter à la nourriture normale. Les médecins commencèrent par de la nourriture liquide, puis de la purée, avançant lentement vers la nourriture solide. Son estomac s'est rebellé contre presque tout. Elle n'avait eu que du pain, de l'eau et occasionnellement de la nourriture en conserve pendant des années. Son système digestif devait réapprendre comment fonctionner correctement. Pire que les problèmes physiques était la surcharge sensorielle. La chambre d'hôpital était lumineuse, trop lumineuse. Le bruit des moniteurs, des voix dans le couloir, du trafic dehors dans la rue, tout bourdonnait dans sa tête comme un concert qui ne finissait pas. Clara pouvait à peine dormir. Quand elle fermait les yeux, elle voyait les murs en béton. Quand elle les ouvrait, l'immensité de la pièce l'accablait. 4 fois 5 mètres. Une fenêtre. Une salle de bain privée. Pour Clara, c'était un palais, et ce fait lui brisa le cœur. Le docteur Sabine Lehmann, une psychologue spécialisée dans les cas de traumatisme, visitait quotidiennement. Elle parlait à voix basse, ne posait pas de questions envahissantes, et s'asseyait simplement, offrait sa présence. Clara avait besoin de 2 semaines avant de dire un mot au docteur Lehmann. Le premier mot était « Pourquoi ?» Le docteur Lehmann comprenait immédiatement. Pourquoi Wilhelm avait-il fait cela? Pourquoi Margaret n'avait-elle rien dit? Pourquoi personne n'avait trouvé Clara? Pourquoi la vie avait-elle pu être si cruelle? La psychologue n'avait pas de réponse qui suffisait. Personne ne les avait. La police criminelle mena une enquête approfondie de la maison. Les équipes judiciaires fouillèrent chaque centimètre de la cave. Ils documentèrent tout. La porte en métal, les verrous, le matelas sur le sol, le lavabo, le seau en plastique, les livres, la vieille radio. Ils prélevèrent des échantillons sur les murs, trouvèrent des marques de grattage où Clara avait essayé de laisser des marques. Ils trouvèrent des cheveux, des cellules de peau, des traces d'ADN qui confirmaient l'histoire que Clara commençait à raconter. Le Hauptkommissar Stefan Fischer dirigeait les enquêtes. Il était au début de la 50aine, expérimenté dans les crimes violents, mais cette affaire l'ébranla même lui. Il avait interrogé Clara à l'hôpital avec prudence, avec le docteur Lehmann dans la pièce
qui pouvait arrêter l'entretien si Clara semblait trop stressée. Clara racontait, haletante, par courtes phrases, ce qui s'était passé. Le premier jour, les années d'obscurité, les moments où elle avait presque perdu la raison. Fischer écrivait tout, sa main tremblant parfois pendant qu'il écrivait. Les enquêteurs trouvèrent les notes de Wilhelm. Il avait tenu un journal, caché dans son atelier, où il documentait méthodiquement quand il apportait à manger à Clara, quand il la punissait, quand il lui parlait. Les entrées étaient factuelles, sans émotion, comme des notes de laboratoire sur une expérience. Fischer les lut et sentit la nausée monter. Une entrée de novembre 2004, C. A essayé de crier aujourd'hui. 3 jours sans lumière, sans nourriture. Elle a appris. Une autre de mars 2011, C. semble déprimée. Envisage de lui apporter plus de livres. Elle est inutile si elle se brise complètement. Le procureur construisit son dossier. Wilhelm Hoffmann fut directement transféré à la prison de Landshut, section médicale, après sa sortie de l'hôpital. Il ne pouvait pas parler, mais il pouvait écrire péniblement de la main gauche. Son avocat essaya de plaider l'incapacité à être jugé. Le procureur insista sur le fait qu'il comprenait ce qu'il avait fait. Un rapport psychiatrique fut commandé. Margaret s'asseyait en détention préventive à la JVA Eichach, la plus grande prison pour femmes de Bavière. Elle répondit volontiers à toutes les questions, sa voix monotone. Oui, elle savait que Clara était à la cave. Oui, elle l'avait entendu parfois. Non, elle n'avait jamais pensé appeler la police. Pourquoi pas? Parce que Wilhelm le lui avait interdit, parce qu'elle avait peur qu'il la mette aussi en prison. Parce qu'à un moment donné, elle avait arrêté de penser, arrêté de ressentir, juste continué à fonctionner. Les médias rapportaient quotidiennement. La maison à Waldkirchen devint un lieu de pèlerinage pour les curieux. Les gens conduisaient de toute l'Allemagne juste pour voir le bâtiment où Clara avait été retenue. Certains laissaient des fleurs devant la porte, d'autres prenaient des selfies. La police dut sceller la propriété. La municipalité de Waldkirchen décida finalement de faire raser la maison dès que les enquêtes judiciaires seraient terminées. Personne ne voudrait jamais y vivre. Sophie démissionna de son travail à Munich. Elle loua un petit appartement à Regensburg, près de la clinique, pour pouvoir être près de Clara chaque jour. La culpabilité la dévorait. Elle aurait dû le savoir. Elle aurait dû regarder de plus près. Clara lui dit que ce n'était pas sa faute, mais Sophie ne pouvait pas le croire. Les deux sœurs apprirent à se connaître à nouveau. Sophie avait 26 ans quand Clara disparut. Maintenant, elle en avait 50. Clara en avait 18. Maintenant, elle en avait 42. Elles étaient des étrangères, liées par le sang et le traumatisme. Sophie raconta à Clara sa vie, son travail à la banque, les relations qui avaient échoué, un monde qui avait changé radicalement en 24 ans. Clara écoutait, fascinée et accablée à la fois. Clara devait réapprendre à vivre. Les choses les plus simples étaient étrangères, un interrupteur lumière qu'elle pouvait contrôler elle-même, une télécommande pour le téléviseur, un smartphone que Sophie lui offrit et que Clara regardait comme un artefact d'une autre planète. Le docteur Lehmann travaillait avec elle sur les bases. Comment prendre des décisions? Comment dit-on ce qu'on veut? Comment vit-on dans un monde où on ne doit plus demander la permission pour manger, dormir, respirer? Les kinésithérapeutes l'aidèrent à remarcher correctement. Ses muscles des jambes s'étaient atrophiés. Sa démarche était incertaine. Elle devait s'exercer avec un déambulateur, comme une vieille femme, bien qu'elle n'ait que 42 ans. Lentement, au cours de semaines, elle devint plus forte. Elle pouvait marcher 10 pas, puis 20, puis 50. Le jour où elle put se tenir seule debout, sans aide, elle pleura de fierté. Le public était divisé dans sa réaction envers Margaret. Les groupes de défense des droits des femmes soutenaient qu'elle-même était une victime, piégée dans un mariage avec un homme violent, brisée par des années de maltraitance psychologique. D'autres disaient qu'aucune forme de maltraitance ne justifiait de laisser son propre enfant souffrir 24 ans. Clara elle-même ne voulait pas voir sa mère.
Pas encore, peut-être jamais. En mai 2024, 3 mois après son sauvetage, Clara fut autorisée à quitter la clinique. Elle n'était pas complètement guérie, physiquement ou psychiquement. Mais les médecins dirent que le reste de la guérison devait se faire dehors, dans la vraie vie. Sophie avait loué un petit appartement de 2 chambres à Regensburg, accessible au rez-de-chaussée avec un petit jardin. Clara entra dans l'appartement et s'effondra. Pas de désespoir, mais d'accablement. Tant d'espace, tant de lumière, tant de liberté. La première fois que Clara sortit vraiment à l'extérieur, pas seulement de la voiture au bâtiment, fut par une chaude journée de mai. Sophie la conduisit dans un petit parc près de l'appartement. Clara vit le ciel, infini et bleu, et commença à pleurer. Elle l'avait oublié. Elle avait oublié combien le monde était grand. Elle toucha l'herbe. Elle sentit les fleurs. Elle entendit les oiseaux chanter. Tout était trop et en même temps pas assez. Elle ne resta que 10 minutes, puis dut retourner à l'appartement. La sécurité des pièces fermées qu'elle connaissait. La liberté était terrifiante. L'accusation contre Wilhelm et Margaret fut déposée en juin. Le procès était prévu pour septembre, à la cour d'appel de Landshut. Les médias annonçaient déjà que ce serait le procès le plus regardé de l'année. L'avocat de Clara, fourni par l'aide aux victimes, la préparait à la possibilité qu'elles doivent témoigner. Clara eut une panique à cette idée. Parler en public, dans une salle de tribunal, peut-être avec Wilhelm dans la même pièce. Le docteur Lehmann travaillait intensivement avec elle. Elle pratiquait comment Clara pouvait raconter son histoire, comment elle pouvait gérer les questions difficiles, comment elle pouvait se protéger si les émotions devenaient trop grandes. Clara voulait être forte. Elle voulait que Wilhelm soit tenu responsable, mais la peur était accablante. En août, le Hauptkommissar Fischer visita Clara dans son appartement. Il apporta une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos de l'enquête judiciaire de la cave. Il demanda si elle voulait les voir, si cela l'aiderait à trouver la fermeture. Clara prit les photos, les regarda, chacune. La porte en métal, le matelas, les murs avec leurs traces de griffures désespérées. Elle mit les photos de côté et dit calmement « Brûlez cet endroit ». La maison fut rasée en septembre, 1 semaine avant le début du procès. Clara ne l'a pas vu, elle ne voulait pas le voir. Mais Sophie y conduisit, se tenait là et regardait la pelle rétroactive enfoncer les murs, le bâtiment où tant de souffrances s'étaient déroulées, devenir poussière. Elle l'a filmé sur son téléphone et l'a montré à Clara plus tard. Clara regarda sa prison être détruite et sentit quelque chose qui pouvait être du soulagement. Le procès commencerait dans 1 semaine. Clara devait décider, témoignerait-elle? Elle dit oui. La salle d'audience au tribunal d'appel de Landshut était surpeuplée. Les journalistes se serraient sur les bancs de presse. Les curieux remplissaient les tribunes jusqu'au dernier siège. Les forces de sécurité contrôlaient chaque entrée. La juge présidente, le docteur Monika Seidel, une magistrate expérimentée de la mi-soixantaine, avait annoncé à l'avance qu'elle ne tolérerait aucune perturbation. Ce procès serait mené avec la dignité que Clara Hoffmann méritait. C'était le 7e jour d'audience en septembre 2024. Le procureur avait présenté ses preuves. Photos de la cave, rapport d'enquête, journaux de Wilhelm, témoignages de voisins, du serrurier, des ambulanciers. L'avocat de Wilhelm avait essayé de remettre en question la capacité pénale de son client, présenter des rapports psychiatriques parlant de troubles de la personnalité narcissique et de troubles obsessionnels compulsifs. L'avocat de Margaret avait plaidé en faveur d'une complicité sous une charge psychique extrême. Mais aujourd'hui, Clara Hoffmann témoignerait. Pour la première fois, elle parlerait en public. La tension dans la salle était palpable. Clara entra dans la salle d'audience par une porte latérale, accompagnée du docteur Lehmann et de Sophie. Elle portait un simple costume pantalon bleu marine que Sophie avait acheté pour elle. Ses cheveux étaient coupés courts, soignés. Elle avait pris du poids, avait une meilleure mine que 6 mois auparavant, mais son visage portait encore les traces des années dans l'obscurité, une pâleur qui ne disparaîtrait complètement pas, des yeux qui semblaient plus âgés que le reste de son corps.
Elle marcha lentement jusqu'à la barre des témoins, s'assit, plia les mains dans son giron. Son regard parcourut brièvement la salle, évitant délibérément 2 points. Le banc des accusés où Margaret était assise, petite, affaissée, le visage inexpressif, et la zone séparée où Wilhelm était placé dans un fauteuil roulant, son côté droit paralysé, mais son œil gauche fixé sur sa fille. La juge Seidel expliqua à Clara ses droits. Elle ne devait pas témoigner. Elle pouvait demander une pause n'importe quand. Personne ne la forcerait à faire quoi que ce soit. Clara acquiesça. Sa voix, quand elle parla, était douce mais ferme. « Je veux témoigner. » La procureure, une femme au début de la quarantaine, au visage sterne, commença par des questions simples. Nom, date de naissance, relation avec les accusés. Clara répondit machinalement. Puis vinrent les questions plus difficiles. « Pouvez-vous dire au tribunal ce qui s'est passé le 21 juillet 2000 ?» Clara prit une profonde respiration. Elle raconta. Elle raconta l'arrêt de bus, le camion de son père, le chloroforme. Elle raconta le réveil à la cave, la porte en métal, les règles que Wilhelm avait établies. Sa voix se cassa plusieurs fois. Le docteur Lehmann, assis directement derrière elle, posa une main sur son épaule. Clara continua. Elle raconta les premiers mois, les tentatives désespérées de fuite, la faim, l'obscurité, la solitude. Elle raconta les années qui se confondaient, le matelas sur le sol en béton, l'eau froide, le seau qu'elle devait utiliser comme toilette. Elle raconta les livres que Wilhelm lui apportait, la radio qui était son seul lien avec le monde extérieur. Elle raconta les moments où elle pensait devenir folle, et les moments où elle avait presque abandonné. Dans la salle d'audience, il y avait un silence absolu. Certains spectateurs pleuraient. Les journalistes écrivaient frénétiquement. La juge Seidel avait retiré ses lunettes de lecture et s'essuyait les yeux. La procureure demanda « Avez-vous jamais crié à l'aide ?» « Oui. Dans les premières semaines, j'ai crié chaque jour jusqu'à ce que ma voix disparaisse. Mais personne ne m'a entendu. Plus tard, j'ai arrêté parce qu'il me punissait si je faisais du bruit. Des jours sans lumière, des jours sans nourriture. J'ai appris à rester silencieuse. Avez-vous jamais entendu votre mère ?» Clara hésita, puis elle acquiesça. Parfois, j'ai entendu ses pas, juste au-dessus de moi, au salon. J'ai entendu l'aspirateur, j'ai entendu parler au téléphone, j'ai entendu regarder la télévision. Elle était si proche, et elle savait que j'étais là. Pour la première fois, Clara regarda vers Margaret. Sa mère était assise, effondrée, les larmes coulant sur son visage, mais elle ne dit rien. Clara détourna le regard. L'avocat de Wilhelm essaya de piéger Clara en la contredisant sur les chronologies exactes, sur les détails que Clara ne pouvait pas se rappeler après 24 ans. La juge Seidel l'interrompit sévèrement. « Le témoin a passé 24 ans en captivité, me l'avocat. Je pense que nous pouvons accepter qu'elle n'ait pas documenté chaque jour. » Le témoignage de Clara dura 3 heures. Quand elle eut terminé, elle était épuisée, mais aussi soulagée. Elle l'avait dit. Elle avait raconté au monde ce qui lui avait été fait. Wilhelm avait écouté, son visage impassible. Seulement son œil gauche, trahissant quelque chose qui ressemblait à de la rage, ou peut-être de la honte, ou les deux. Les plaidoiries finales eurent lieu 2 jours plus tard. Le procureur demanda pour Wilhelm Hoffmann la peine maximale. 15 ans de prison pour enlèvement, maltraitance grave de personnes protégées et enlèvement de mineurs. Pour Margaret Hoffmann, il demanda 10 ans pour complicité dans l'enlèvement et omission de porter secours. La défense plaida pour les circonstances atténuantes. L'avocat de Wilhelm soutint que son client était psychiquement malade, souffrait de troubles obsessionnels compulsifs et de perte de réalité. L'avocat de Margaret parla d'impuissance apprise, de maltraitance psychique prolongée qui l'avait rendu incapable d'agir. La juge Seidel annonça le verdict le 15 octobre 2024. La salle d'audience était à nouveau surpeuplée. Clara y était, assise entre Sophie et le docteur Lehmann, les mains crispées ensemble. Wilhelm Hoffmann fut condamné à 14 ans de prison.
Le tribunal jugea prouvé qu'il avait systématiquement retenu sa fille prisonnière, l'avait maltraitée et l'avait privée de sa liberté. Les rapports psychiatriques furent pris en compte, mais ne changèrent rien à la capacité pénale complète. La juge Seidel s'adressa directement à Wilhelm, bien qu'il ne puisse pas répondre « Vous avez volé 24 ans de la vie de votre fille. Vous l'avez traité comme un objet, pas comme un humain. Le tribunal n'a aucune pitié pour vous. » Margaret Hoffman fut condamnée à 8 ans de prison, 2 ans suspens avec sursis. Le tribunal reconnut les circonstances atténuantes, la violence psychique prolongée qu'elle-même avait subie. Mais la juge Seidel fut claire. Vous étiez une mère. Vous auriez dû protéger votre fille. Vous auriez pu décrocher un téléphone à tout moment, en 24 ans. Vous ne l'avez pas fait. C'est impardonnable. Clara pleura quand le verdict fut prononcé. Pas de tristesse, mais de soulagement. C'était fini. Légalement, c'était fini. Wilhelm fut immédiatement transféré dans une prison-hôpital. Il y mourrait, tout le monde le savait. Sa santé se détériora rapidement. Margaret fut ramenée à la JVA Aïchach. Elle ferait au moins 6 ans de prison. Sophie vendit la propriété à Waldkirchen. Un investisseur l'acheta, prévoyait d'y construire une maison d'habitation. Sophie donna l'argent à Clara. Clara refusa d'abord de l'accepter, mais Sophie insista. « Tu as le droit de construire une vie. » Clara commença, lentement, à mener une vie. Elle alla en thérapie, 3 fois par semaine. Elle apprit à parler aux gens sans avoir peur. Elle apprit à prendre des décisions, d'abord petites, ce qu'elle voulait manger, quels vêtements porter, puis plus grandes. Elle s'inscrivit à un cours d'école du soir, bases informatiques. Le monde moderne était étrange, mais elle apprenait. Elle ne pouvait pas travailler, pas au sens conventionnel. L'isolation prolongée avait causé trop de dégâts. Mais elle commença à écrire son histoire, avec l'aide d'une ghostwriter que le Centre d'aide aux victimes avait fournie. Un éditeur montra de l'intérêt. Clara ne voulait pas devenir célèbre, mais elle voulait que son histoire soit entendue, que d'autres gens apprennent à reconnaître les signes. Car il y avait des signes, à l'époque, en 2000, que personne n'avait vus. L'isolement de Clara, le contrôle de Wilhelm, la peur de Margaret. Les voisins qui ne s'étaient jamais demandé pourquoi la jeune fille avait soudainement disparu. La police qui n'avait pas fouillé la cave assez soigneusement. La société qui permettait à un homme de contrôler sa famille si complètement que personne ne posait de questions. Le livre de Clara sortirait l'année prochaine. Le titre provisoire était « Sous vos pieds ». Non seulement il raconterait son histoire, mais il sensibiliserait aussi sur la violence conjugale, le contrôle, les signes de maltraitance qui étaient si souvent ignorés. Madame Keller, la voisine, visita Clara 1 an après le procès. Elle pleura, s'excusa encore et encore. Clara lui dit que ce n'était pas sa faute, mais Madame Keller ne pouvait pas se pardonner. Elle travaillait maintenant comme bénévole sur une ligne d'écoute pour victimes de violences conjugales, essayant d'aider d'autres à reconnaître les signes qu'elle n'avait pas vus à l'époque. Sophie et Clara vivaient ensemble dans l'appartement de Regensburg. Leur relation n'était pas simple, trop de traumatismes, trop de temps perdu, mais elles y travaillaient. Elles apprenaient à être sœurs, après toutes ces années. Wilhelm Hoffman mourut en mars 2025, 6 mois après sa condamnation, d'un second accident vasculaire cérébral. Clara l'apprit par les nouvelles. Elle ne sentit rien. Pas de tristesse, pas de soulagement. Seulement le vide. Le docteur Lehmann dit que c'était normal. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Margaret purgeait sa peine. Clara ne la visita pas. Pas encore. Peut-être jamais. La thérapeute ne la pressait pas. À l'automne 2025, 1 an et demi après son sauvetage, Clara alla seule se promener pour la première fois, sans Sophie, sans accompagnateur. Elle entra dans le parc, s'assit sur un banc, regarda les enfants jouer, écouta les rires, regarda le ciel, sentit le soleil sur son visage. Elle resta 1 heure, puis elle rentra. C'était de petits pas, mais c'était des pas en avant. Clara Hoffman ne récupérerait jamais les 24 ans qu'on lui avait volés. Elle ne serait jamais la jeune femme qu'elle aurait pu devenir. Le traumatisme l'accompagnerait pour toujours, mais elle était libre, elle respirait l'air frais.
Elle prenait ses propres décisions, elle vivait. Et cela, disait le docteur Lehmann, était déjà une victoire.